Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la quotidienne de la Gamescom, la petite émission journalière dans laquelle on vous résume toutes les news qui ont eu lieu dans ces dernières 24 heures pour cette Gamescom 2018. Et je serai en compagnie de Lozero pour cette première édition, jour 1. Rebonjour à tous, c'est le troisième stream de la journée pour moi. Vous avez pas mal vu Lozero aujourd'hui, effectivement, d'ores et déjà. Donc une journée, finalement, une Gamescom, on n'en attendait pas peut-être énormément, du moins il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'expectative face à cette Gamescom. Après, très très proche, un E3 qui avait été plus réussi que les années précédentes, la Gamescom qui annonce peu ses conférences, des line-up de jeux qui semblaient pas excitantes au possible, et finalement on a les annonces qui s'enchaînent depuis hier soir. Ils n'ont pas arrêté les studios de nous faire plaisir. Alors est-ce que ce sont des annonces de qualité? On va voir ça de suite, effectivement. Mais Alors, les annonces sont là. pour être honnête, les annonces, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est plutôt à côté des conférences. Il y en a quelques-unes en conférence, il y en a eu quelques-unes, on va en parler dans les deux, enfin dans la cérémonie d'ouverture et dans la conférence Xbox. Il y a eu quelques trucs, quelques annonces, mais évidemment, c'est surtout à côté qu'il y a le flux de news et le flux d'infos qui arrivent, comme pendant l'E3 et comme pendant la Gamescom de l'an dernier. Et en fait, les conférences, tu dis qu'elles sont pas très bien annoncées. Pour l'instant, elles sont quasi pas annoncées du tout, à part le marathon de demain sur Blizzard. Alors Blizzard, lui, va nous régaler demain, et donc demain soir, je pense que notre quotidienne lui sera entièrement dédiée, quasiment, puisque en l'espace d'une demi-heure que dure cette quotidienne, que vous retrouvez chaque soir à 20h30, à part aujourd'hui, émission spéciale pour la première. Sinon, chaque soir à 20h30, vous avez le droit à la quotidienne de la Gamescom. On va commencer peut-être par l'annonce qui a été carrément en amont avant même l'ouverture du salon. C'est Diablo qui nous a régalé il y a exactement 24 heures quasiment de cela, en nous faisant l'annonce d'un portage Switch, une édition finalement qu'on pourrait appeler définitive édition, qui je crois s'appelle Eternal Crusade, qui est l'ensemble des DLC et des extensions Diablo réunies pour un portage Switch. Ce portage Switch a pu être testé lors de la Gamescom, et des premiers retours qu'on en a, c'est un portage qui certes voit les graphismes descendus pour s'adapter à la console, vous n'aurez pas la qualité des portages PS4 ou Xbox, mais qui vous permet d'emmener n'importe où Diablo ou avec votre Switch en 60 FPS continu. Quelques petits lags qui ont été notés au moment de l'ouverture de certains portails ou lorsque les effets spéciaux sont vraiment beaucoup trop nombreux. Mais en tout cas, même dans les scènes de combat les plus importantes, c'était complètement fluide. Donc voilà, une annonce qui a de quoi ravir des gens. Je pense avoir vu pas mal de gens passer sur Twitter qui disaient qu'ils allaient reclaquer 60 boules pour acheter Diablo. Et si vous avez une Switch, honnêtement, je pense que vous devez être heureux ces derniers temps avec tous ces portages. En fait, la Switch fonctionne bien et du coup, les éditeurs y croient et commencent à vraiment y croire et à porter même toutes leurs licences, leurs anciens jeux, etc. Et il y a vraiment beaucoup, là, ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez une Switch, vous avez sûrement remarqué des tas d'annonces de jeux portés ou qui viennent s'ajouter au line-up de la Switch. C'est assez impressionnant. Ça n'arrête plus. L'E3 était déjà sous ce signe-là, avec notamment toute la série de jeux indés qui étaient massivement portés sur Switch. Et bien la Gamescom continue exactement dans cette veine, avec toujours plus de portages. Et d'ailleurs, tant qu'on en est à parler de portage sur Switch, eh bien le prochain à se préciser, c'est Arena of Valor, la célèbre licence mobile, peut-être le seul MOBA qui s'est complètement démocratisé sur mobile et qui a su s'imposer face à tous les autres. Eh bien c'est Arena of Valor et le voilà qui débarque sur Switch. Moi je trouve que c'est un tournant pour Tencent, puisque c'est Tencent qui développe et édite ce jeu, l'un des leaders notamment en Asie du marché du jeu vidéo. Et c'est vraiment un tournant pour Arena of Valor parce qu'il sort du cadre simplement mobile pour aller certes sur une console portable, mais pas que. C'est un tournant pour la Switch aussi, qui accueille un jeu mobile. C'est peut-être une nouvelle piste aussi. C'est-à-dire que la Switch, elle est vraiment assez hybride, elle est à cheval sur deux mondes. Et si elle commence à aussi voir les adaptations des jeux mobiles qui ont eu du succès, elle peut avoir d'un côté les jeux PC ou console qui sont portés sur la Switch, et de l'autre côté, les jeux mobiles qui sont aussi portés sur la Switch. Ça commence à faire du monde et ça commence à faire une ludothèque vraiment fournie. Elle commence à tabler effectivement sur les deux fronts, et Arena of Valor, je pense, lui permet aussi de sortir, comme certains jeux indés plus matures, on va dire,
de la catégorie peut-être un peu casual gaming, la réputation de Nintendo qui s'est fait pendant longtemps. Et là, on voit arriver des jeux comme Arena of Valor qui sont taillés pour la compétition, qui ont été pensés pour ça. Et après un Splatoon 2 en demi-teinte au niveau de la compétition et de l'e-sport, peut-être le tournant pour la Switch vers l'e-sport. Puis c'est quand même un type de jeu, le MOBA, vraiment qui marche très très fort. Et il me semble que sur la Switch, il n'y en avait pas. Et il me semble que sur les consoles en général, il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. Oui, je pense même que c'est le tout premier MOBA d'envergure. Il a bien eu quelques tests, mais... C'est un tournant aussi. Hein. C'est un très gros tournant de ce côté-là. Donc une affaire à suivre de près, en tout cas. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le live, bien sûr, pour discuter de cette première journée au niveau de la Gamescom. La Gamescom, on va continuer sur les petites annonces qui se sont faites juste en amont avant de passer à la cérémonie d'ouverture qui nous a occupé ce matin à 11h, hein, donc l'ouverture officielle du salon. L'autre annonce qu'on a eu un petit peu en amont, c'est Battlefield 5 qui a annoncé sa bêta ouverte qui est fixée au 19 octobre prochain. Une bêta ouverte gratuite donc et accessible pour les joueurs PC. Ce n'est pas le cas des joueurs consoles qui font un petit peu la gueule. Qui râle un peu. Oui, après, est-ce que c'est vraiment nouveau ça? Je me souviens pas hein, si c'était le cas ou pas sur le précédent. Il me semble que c'est possible que ça ait été le cas. C'était le cas sur le précédent aussi, oui. Ouais. C'est une ligne de conduite. Bon voilà, c'est la différence console et Master Race. Oui, exactement. En tout cas, Battlefield 5, on en a vu, on va en reparler juste après dans le bilan c'était sur Xbox, hein, ouais, c'était la conf Xbox. On a eu quelques détails un peu supplémentaires sur les classes, le système de jeu, et surtout la façon dont tu peux orienter et vraiment préciser ce que tu veux comme gameplay dans ta classe. Ça va vraiment très dans le détail. Et oui, donc la bêta ouverte, c'est pas si loin que ça, octobre. C'est pas si loin que ça pour un jeu qui sortira en septembre. On est très clairement dans une bêta ouverte qui est une phase de hype anticipée. Hein. C'est une autre forme de teasing dans ce genre de cas. Ça va être très clairement le cas. Bon, on va revenir sur les détails de cette bêta ouverte et du jeu en lui-même, juste après sur la conférence Microsoft, je pense. De notre côté, on pourrait aller voir la cérémonie d'ouverture de la Gamescom, qui était très attendue, puisque ces 4 annonces exclusive des World premières qui nous avaient été teasées pour cette cérémonie d'ouverture, et elle a commencé un petit peu en demi-teinte, on va dire. Non, après en demi-teinte. Disons que c'était une cérémonie d'ouverture comme on en ferait une au salon du broching ou au salon le salon du de l'agriculture, comme on dit chez nous. Ils font une ouverture de salon de professionnels et de politiques. Il y avait beaucoup de politiques. Des chefs locaux de Lander, des ministres du monde digital, des trucs comme ça. C'était assez chiant, j'avoue. Et c'était en allemand au début, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont oublié de traduire pendant au moins 10 minutes, voire plus. Et je me demandais si toute la conf allait être en allemand. J'ai eu la petite goutte qui a coulé. Et en fait, non, mais c'est vrai que c'était assez chiant. Mais juste le début, parce qu'après... Il y a quand même eu quelques annonces, c'était assez sympa. Ils nous ont pas montré des trucs de fou furieux, mais les 4 annonces, t'en as une sous les yeux, notamment Quelles sont les 4 annonces? Le Dark Pictures, le jeu d'horreur, on va dire. Alors, par les mecs qui ont fait Until Dawn. Ouais, bonne référence. C'est pas un jeu, hein. C'est une série de jeux, il y aura 2 jeux par an. 2 jeux par an, dans des ambiances différentes et surtout dans des types de jeux différents. Ils ont parlé de subgenres, donc des sous-genres de gameplay, des sous-genres de jeux. Et donc c'est vraiment en tout, je sais plus combien il y en aura, mais en tout cas 2 par an pendant un certain temps. Oui, on repasse sur le modèle jeu à épisode qui a pas mal porté ses fruits ces derniers temps. Oui, sauf que là ça va être des stand-alone, hein. C'est-à-dire que c'est pas un truc à épisode avec une histoire qui se suit. Certes. C'est une suite de jeux, disons. C'est une saga de petits jeux mais qui sont plus courts, on va dire. Ouais, et ça a l'air plutôt cool, hein. Moi j'aime bien les trucs pas vraiment forcément d'horreur mais de suspense, on va dire. Et ça a l'air d'être une sorte d'histoire en fait c'est pas vraiment un jeu, c'est pas un jeu d'action, c'est un jeu, j'imagine, où il y aura des choix à prendre ou des trucs comme ça. On sait pas précisément. On est un peu surtout plus près le des gameplay jeux va changer suivant les jeux. Oui.
Et ça, c'est très intéressant. Donc, une petite saga de jeu, finalement, qu'on attend pas mal. L'annonce qui m'a le plus hypé, personnellement, parmi les 4 qui ont été faites. La deuxième grosse annonce, qui est la suite de Desperados Wanted Dead or Alive, qui est un jeu qui commence un petit peu à dater, qui datait de 2001, et il aura enfin une suite. Et oui, alors celle-là, on s'y attendait sûrement pas, qui du coup reprend place dans cet univers très Far West et qui sera un jeu de stratégie avec un fort côté hardcore gamer, on va dire, et Die and Retry énormément, donc un petit côté oui, Die and Retry, facing le challenge. J'aime beaucoup l'ambiance qu'ils ont donnée, personnellement. C'est surtout pas du... Alors, moi, je connais pas le jeu original. Je vois Desperado 3, je sais pas dire. Je sais pas sur quel jeu en fait ça se base. Apparemment, il est connu, mais moi, je le connais pas. Ah, il se base pas sur Desperado 3. Hein. Mais le jeu, c'est pas du tout, il est pas du tout, je pense, sur le gameplay du jeu original. C'est les mecs qui ont fait Shadow Tactics qui ont fait ce jeu-là. Et donc, c'est une sorte c'est de la stratégie à la XCOM, oui, en vue isométrique, à la Shadow Tactics, hein, pour ceux qui y ont joué, qui était plutôt un bon jeu. Et donc, je suis assez optimiste, hein, pour ce jeu-là. Ça peut être sympa, quoi. Un petit jeu fun. Vraiment, en tout cas, la patte graphique qui a été apportée, pour une ambiance Far West avec un côté un petit peu cel shading sur les bords, on se croirait presque dans une BD envoyée au Far West. Moi, j'ai trouvé que c'était attrayant. Voilà. Ouais, mais après, ça dit rien du gameplay. Et vraiment, c'est un gameplay à la XCOM. Hein. Mais par contre, voilà, on est sur un gameplay très à la XCOM, sauf qu'ils ont voulu le miser plus, et d'ailleurs, la bande-annonce fait honneur à ça, le Die and Retry. C'est-à-dire qu'il va falloir presque connaître par cœur les séquences pour arriver à optimiser sa stratégie pour passer la scène. C'est ça. C'est vraiment ce qu'il y avait derrière. Alors, la troisième annonce, qui pour moi est une annonce oui et non, disons que ce sont des news de Life is Strange 2. Voilà. Alors, certes, un jeu extrêmement attendu, que moi-même j'attends beaucoup. Non, mais si, c'est une révélation, mais d'hier. Il me semble qu'on l'a eu hier, ce trailer. Alors, on a eu hier le trailer, et pourtant, il a été présenté comme une... Enfin, il était annoncé parmi les World War premières de l'ouverture de la Gamescom. Alors, je l'avais vu avant, en tout cas, moi. Mais voilà, tout le monde l'a vu le matin ou la veille, mais je l'ai vu avant. Oui. Et en tout cas, c'est voilà, Life is Strange 2, qui sera donc l'histoire de deux frères qui seront sans doute dans un road trip. On les voit marcher au bord d'une route, on les voit voyager un peu dans différents endroits, voilà. Et donc deux frères, ça va nous changer des nanas. Hein. Il y a eu les deux précédents, donc Life is Strange et Before the Storm. Là, c'est pas les mêmes personnages. Je sais pas si la suite de l'histoire. Peut-être certains qui se recoupent. C'est possible. Peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas la suite directe. Ça a été annoncé. Même l'univers, en tout cas, mais ouais, voilà. C'est pas la suite directe. Et c'est pas la suite directe non plus de Captain. Non, je sais plus qui quoi. Était un opus complètement à part, lui, qui ne se passait même pas vraiment dans le même univers. Bien qu'il y ait des connexions et qu'on puisse trouver des clins d'œil. Qui était une sorte de préquel teaser à celui-ci, quoi. Exactement. Qui était très bien, d'ailleurs. Très attendu. Life is Strange 2, je pense que tout le monde est d'accord. Le premier était un jeu vidéo excellent, le deuxième, tout autant attendu. Quatrième grosse annonce, c'est une double annonce en fait, à la fois un nouveau The Settlers, mais également une réédition complète des 7 premiers Settlers, du coup, pour ceux qui voudraient redécouvrir cette saga assez mythique finalement. D'après ce que j'ai compris, c'est plus qu'une réédition, c'est un remaster. Oui, c'est un remaster effectivement, et qui est prévu pour le 15 octobre d'ailleurs. Donc voilà, on voit d'ailleurs une petite marche à travers les âges de l'ensemble des The Settlers. Une bonne façon, je pense, de redécouvrir l'ensemble de ces jeux qui ont clairement marqué l'histoire du jeu vidéo dans leur domaine. Et alors, surtout, ils en font un nouveau, du coup. Et surtout, ils en font un... Voilà. Qui sort... automne 2019. Voilà. On est dans le flou artistique pour le moment sur la véritable date de sortie. Mais ça va ravir les fans, je pense. De nouveau. Voilà. Sachant que The Settler 1... Le tout premier, donc, la réédition du tout premier, enfin la réédition, le remaster du tout premier, sera disponible gratuitement sur Uplay. Donc une bonne information à savoir pour ceux qui voudraient découvrir l'opus qui a donné naissance à cette mythique saga. Et enfin... moi j'avoue que je vais tester parce que Settlers, je me souviens pas d'y avoir joué. Je sais ce que c'est comme jeu, hein, mais je me souviens pas du tout d'y avoir joué, donc j'ai pas dû y jouer. Oui, possible. Et enfin, la dernière annonce... moi j'ai envie de dire...
C'est une surprise, mais peut-on vraiment s'attendre à de l'exceptionnel? C'est Shenmue 3, qui est daté en plus. Oui, vous m'avez bien entendu, il est daté. C'est ça qui est fort. Dans un an, en août 2019. Oui, rappelez-vous que les dernières vidéos qu'on a vues, les personnages bougeaient même pas les lèvres. On se demande comment ils vont s'en sortir dans moins d'un an, mais bon. Apparemment, on a revu un trailer qui est celui-ci. C'est un peu mieux, mais franchement, c'est pas fou non plus. Hein. Non, on a toujours l'impression de voir un update graphique de Shenmue 2 plus qu'un nouveau jeu, mais... Et moi, j'ai tendance à pronostiquer qu'ils vont repousser d'un an dans pas longtemps. J'ai tendance à pronostiquer le phénomène Duke Nukem Forever pour Shenmue 3, si tu veux. C'est-à-dire qu'on l'attend, et au final, c'est un gros flop. Parce que le jeu est mal fini, parce que le jeu est fait à l'arrache, il est sorti... Non, après ils peuvent nous étonner à l'inverse, hein, parce que là on a tellement l'impression depuis des mois et des mois que c'est une grosse bouse et qu'ils vont se rater, peut-être qu'il sera finalement... et peut-être il y aura ce petit côté nostalgie, peut-être. Pour le moment on envoie des graphismes dégueulasses, mais peut-être que tous les autres aspects du gameplay et de l'histoire vont nous faire complètement oublier les graphismes, et que les graphismes ne vont finalement être que, comme tu le dis, un petit aspect nostalgique... Et ils sont peut-être juste pas forts pour faire des cinématiques, hein. Peut-être que c'est juste les cinématiques qui sont pourries. Peut-être qu'ils ont soit un mec très très nul au teasing, soit un génie qui est en avance sur son temps et qui te tease des trucs mauvais en prévision d'un bon jeu. Voilà, pour que les gens se disent « Ah, mais c'est une bonne surprise au final. » Voilà, sûrement, ça doit être ça. Je pense. Ils sont en avance sur leur temps. Donc en marge un petit peu de cette ouverture, nous avons eu quelques autres annonces sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement avant de se diriger vers la deuxième grosse conférence de la journée. J'ai nommé l'Inside Xbox. Donc sur les petites annonces en marge, on a eu le droit au prochain personnage de Heroes of the Storm. J'ai nommé Mephisto lui-même qui va arriver, donc tout droit sorti des enfers, le nouveau personnage dont je vais vous faire gracieusement part du graphisme, qui est très joli sur son petit skin. Donc, nouveau personnage pour HOTS. Est-ce que ça c'est le projet Mephisto qu'on nous avait promis? Sincèrement, j'ai peur que oui. Mais... Non. Mais si, j'ai peur que ça soit la déception complète. Un personnage dans HOTS, intéressant. Voilà. Au rang des portages sur Switch, nous avons également Brawlhalla qui va arriver. Là aussi, je pense, un excellent portage sur la Switch et auquel je m'attendais pas tout de suite puisque c'est un peu la concurrence à Super Smash Bros. Bien sûr, on n'est pas du tout dans le même statut de concurrence. Super Smash Bros a déjà son public bien en place et est une énorme licence. Là où Brawlhalla est le petit indé. Je rappelle que c'est un gratuit, Brawlhalla. Mais voilà. C'est là qu'est la concurrence. La concurrence, elle est sur le fait que ça soit un gratuit. Ça montre en tout cas l'ouverture d'esprit de Nintendo sur sa Twitch. Et encore une fois, on a une volonté de porter ces nouveaux jeux indés, même si ils sont inspirés des licences phares de Nintendo. Et ça montre l'assurance de Nintendo, hein, qui a plus peur même d'accueillir ces... on peut parler là de compétiteurs, même si bon, Nintendo savent très bien que même s'il y en avait 3 ou 4 des jeux comme ça qui arrivaient sur la Switch, ils vendraient Smash par palette. Ils le vendraient peut-être même d'autant plus. Une fois qu'on a goûté au Brawlhalla gratuit, est-ce qu'on n'a pas envie d'aller chercher le Cador, tu vois, avec Super Smash Bros? Je me demande moi. Enfin, moi je pense que oui, ici peut-être. Mais en gros, si tu joues à ces jeux-là, c'est que t'as pas Smash. Donc c'est que quand t'as une Switch, hein, si t'as pas Smash et que t'as une Switch, à mon avis, c'est que t'es pas un féru total de ce type de jeu. C'est juste tu joues en casu un peu. En casu, et t'as pas eu envie de dépenser de l'argent dans le... Effectivement, dans la Switch. En tout cas, Brawlhalla, donc prévu son portage sur Switch, mais également sur Xbox One, puisque ça se faisait attendre, hein, la PS4 ayant déjà eu le droit à son portage. 6 novembre prochain, voilà. Ouais, c'est bizarre que ce soit pas plus tôt, d'ailleurs, parce que ça doit être assez facile à porter, mais je sais rien. Non, il n'y a pas nos petits noms sous nos charmants visages, effectivement, sur cette édition, mais c'est Dalziel et Lozero. Vous allez apprendre à connaître l'équipe par cœur, voyons. La Cooldown, c'est une grande famille, tout le monde le sait. Je continue du coup sur mes petites annonces qui se sont faites juste entre les deux conférences. Nous avons eu Trial Rising, donc une bêta fermée qui est annoncée, et également la date de sortie qui a été teasée. Donc nous avons le 12 février prochain la sortie. Ça,
on s'en doutait un petit peu, hein, c'est comme toutes les annonces de l'E3, il semblerait que ça sorte entre février et mars 2019. Ils avaient fait un gros regroupement début de l'année 2019. Il y a la moitié des jeux de 2019 qui sortent en février, et je dirais même plus s'ils sortent le 22 février quand tu regardes. La moitié des jeux de l'année sortent le 22 février. Et oui, tout à fait. Et donc la bêta fermée, elle par contre, arrivera dès le 13 septembre, donc très prochainement finalement. Dans tout juste 3 semaines. Et vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire sur le site officiel et retrouver tout ça sur le site de Cooldown, bien entendu. For Honor qui accueille son nouveau mode de jeu. Alors, non, ce n'est pas Breach. Et oui, ça c'est le truc, on vous l'a teasé durant le 3 à fond. Eh bien non, ce n'est pas ça. Ils nous surprennent, For Honor, en nous annonçant cette fois-ci un nouveau mode de jeu qui sera PvE et non PvP. Ce sera donc un mode de jeu jouable en solo ou en duo, pas à plus, pas à 3 ou pas à 4. Vraiment créé donc soit pour le solo, soit pour la coop, et qui vient s'ajouter au petit mode de jeu PvE qui existait déjà, donc qui était l'histoire ou les arènes d'entraînement. Et cette fois-ci, ça sera dans l'idée d'aller relever un certain challenge. C'est un petit peu le mode hardcore de For Honor qui fait son entrée, avec notamment toute une variété de perks qui vont s'ajouter à des IA, donc qui viendront modifier leur comportement ou leur force, sur un ensemble de 6 niveaux, je crois qu'on a vu, de difficulté, allant du simple au légendaire, qui sera un véritable challenge à remporter, et qui permettra également de déverrouiller certains perks pour son personnage. Voilà donc une superbe occasion de pouvoir parfaire vos talents face aux vagues d'ennemis avant de débloquer des récompenses qui, elles, seront apparemment utilisables, en tout cas en PvP. Donc, par là même, une possibilité dans certains modes PvP de renouveler aussi un petit peu le panel existant d'équipements et de perks. Ce nouveau mode de jeu portera le nom de Marching Fire et est attendu dans la mise à jour qui est prévue pour le 16 octobre prochain. Voilà, avec également l'arrivée de la Starter Edition qui est de nouveau gratuite, comme ça avait été le cas durant la période de l'E3, sur la période de la Gamescom, c'est-à-dire depuis demain jusqu'au 27 août, ou quelque chose comme ça. Oui. Depuis demain. Oui, alors gratuite, on précise, hein, c'est pas gratuite. C'est pas comme un week-end gratuit, quoi. C'est vous l'achetez à ce moment-là et vous l'avez gratuit pour toujours. Voilà. Et alors je vais vous le dire puisque je suis passé moi-même du coup à la version Starter Edition lorsque le 3 a fait cette petite promotion, enfin c'est pas plus qu'une promotion parce que c'était gratuit, et bien je vous la recommande très chaudement puisque vous avez quand même pas mal de 3 personnages de base débloqués plus une faction que vous pouvez débloquer assez aisément, et même s'il va vous falloir farmer un petit peu, tout est obtenable avec la monnaie du jeu. Donc quand même une belle occasion d'avoir For Honor dans son intégralité gratuitement, à condition d'y mettre un petit peu d'huile de coude. Ou de poignet plutôt d'ailleurs. Voilà, et il faut quand même dire que For Honor c'est un jeu qui a pas mal ramé, mais que c'est vraiment un jeu très plaisant et que chez Cooldown on y est, alors pas tous, mais il y a un paquet de gens qui sont dessus et c'est vraiment, on apprécie beaucoup. Oui, c'est un excellent jeu à découvrir, à redécouvrir, même si Marching Fire fait moins l'unanimité, un mode PvE que le prochain Breach, le vrai mode PvP qu'on attend beaucoup plus quand même. The Division 2 qui fait de nouveau parler de lui après pas mal de reveals durant cette 3 où on avait eu le droit à de longues séquences de gameplay, plus d'une demi-heure. Cette fois-ci, c'est plusieurs éditions du jeu, dont notamment les éditions collector qui sont annoncées, donc rien d'exceptionnel sous le soleil, j'ai envie de vous dire, si ce n'est que vous aurez la possibilité de vous faire plaisir si vous êtes un fan de The Division et un collectionneur. Donc ça ira de la version standard à 60 € jusqu'à la version digitale la plus chère qui monte aux 120 € et la version physique la plus chère qui ira chercher dans les 250 € avec par contre, comme je peux vous le montrer sur les petites images, voilà, 2 possibilités, hein, soit le bouclier Phoenix, donc le Phoenix Shield en version, toujours accompagné d'une figurine, soit la seconde version, la Dark Zone, avec une figurine que je trouve beaucoup plus classe personnellement, mais voilà, avis personnel. Et ce qu'il faut dire, c'est que Ubisoft, pour l'instant, ils ont annoncé qu'ils allaient annoncer plein de trucs à la Gamescom, qu'ils avaient des tas de trucs à montrer, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas de conférence, hein, on n'a pas de jour de conférence. Il est possible qu'il n'y en ait pas. Il est possible que tout se fasse à côté. On a vu un tout petit peu de The Division déjà chez Xbox. Il est possible aussi qu'on les voit ailleurs, hein, les infos et les trailers. Voilà. Malo dit qu'il n'y en aura pas. Alors, je sais pas.
Je sais pas. Ils ont Non, dit non. qu'ils avaient beaucoup de choses à annoncer. Voilà. Je n'y Mais crois pas non quand, plus à une comment, conférence Ubisoft durant cette Gamescom. Pour moi, ça sera que des annonces en side par rapport c'est fort possible. à la Gamescom. Electronic Arts fait pareil, hein, d'ailleurs. Oui, Electronic Arts fait exactement pareil d'ailleurs. Et Xbox, Microsoft, eux, ne font pas pareil puisque nous avons eu le droit à leur conférence, le Inside Xbox, spécial Gamescom on va dire, qui s'est déroulé donc aujourd'hui à 16h30. Il s'est fini pas loin de 2 heures plus tard, si je ne dis pas de bêtises, environ. Et il a présenté pas énormément de nouveautés, mais on a eu le droit à notre lot d'annonces assez intéressant. Donc lot 0 était déjà là, je vais... Oui, on l'a laisser vu la tout à l'heure, parole on l'a commenté tout à l'heure, c'était étonnamment long, c'était 2 heures de conférence. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'énormes annonces fracassantes, par contre on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a vu du Forza Horizon 4, on en a vu pas mal, et surtout, pour moi c'est le gros truc. Alors je vois que tu montres Unshowdown, ils ont aussi montré des jeux qui arrivaient sur console, sur Xbox. C'est-à-dire, par exemple, Unshowdown, qui arrive sur Xbox. Il y a des jeux comme ça qu'on connaît, hein, mais qui arrivent sur Xbox. Et donc, ils ont expliqué aux joueurs Xbox ce que c'était que ce jeu, pourquoi c'était bien, etc. Par contre, Forza Horizon 4, ce qu'ils ont montré, c'était des modes de jeu, en fait, en PVP. Alors, je ne sais pas trop comment expliquer, il faut peut-être le voir. Et c'est des modes par équipe, en fait. Il y a des équipes, il y a plusieurs bagnoles, c'est une sorte de course, mais tu as un mode par exemple où tu es un infecté, tu as une voiture qui est infectée, qui infecte les autres, etc. Et il y a un total de points, c'est pas forcément le premier arrivé à la fin de la course. Tu as des éliminations, tu as des captures de drapeaux, tu as plein de modes PVP en bagnole, je trouve ça vachement intéressant comme idée. C'est original, en tout cas. Ils essaient de renouveler le pool de modes par rapport à la simple course et ses multiples variantes. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée pour Forza Horizon, sincèrement. Ouais, d'amener toute une variété en plus du monde ouvert, quoi. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, ils ont montré ça pour Forza, c'était pas mal. Fallout 76 aussi, que j'ai vu passer. Donc là, en fait, on n'a pas vu de gameplay. Par contre, on a eu une nouvelle petite cinématique, un peu dessin animé, tu sais, comme ils font d'habitude. Ouais, que j'adore à chaque fois. Vachement bien expliqué que, en fait, c'est complètement à la carte. Si tu veux avoir une expérience quasi que solo, bah tu peux. Si tu veux carrément ne faire que construire ta base, passer tout ton temps à faire que ça, c'est pas un souci, tu peux. Et si tu veux du PVP, tu peux avoir du PVP. En fait, ce qu'ils cherchent vraiment à faire, c'est d'avoir une expérience complètement à la carte. Et donc, ils expliquaient tous les mécanismes où tu vas pouvoir construire ta base comme tu le souhaites, l'upgrader, aller chercher donc des ressources qui te permettront ensuite d'aller upgrade à nouveau ta base, etc. Et c'était vachement intéressant. Hein. Cette vidéo-là, je vous la conseille. On comprend assez bien quand même le fond de ce qu'ils veulent dans ce jeu-là. Et on en attend pas mal, hein, il faut bien dire quand même, de ce mode de jeu, qui va mixer un petit peu tout avec la possibilité d'être rejoint donc par d'autres joueurs, d'avoir une facette soit PVP si on cherche un peu l'agression avec les autres, soit de jouer complètement PVE coopératif ou seul. On a un petit renouveau chez Fallout en introduisant beaucoup plus de multijoueurs. Et beaucoup plus en introduisant du multijoueur tout court. Oui, en introduisant le multijoueur tout court d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant pour Fallout. Bon, c'est une sorte de spin-off. Hein. Ils essayent des trucs, quoi. Ils essayent une version multi de Fallout. Et c'est intéressant pour Bethesda aussi, qui en fait pas du tout, ou presque pas, du multijoueur. Oui, très Il y a des petits modes multijoueurs dans ces jeux, mais c'est pas ce qu'ils font le plus. Et je trouve que c'est intéressant qu'ils testent pour voir. Et peut-être que prochainement, si ça marche bien, on aura 2 branches à Fallout. On aura peut-être la solo et la multi, ou alors on aura solo et multi comme 2 modes dans les Fallout. C'est possible. Ouais, ça a l'air même d'être leur filière, on va dire. La possibilité d'avoir les 2 modes en même temps. Bah, c'est ce qu'ils testent pour voir si c'est intéressant, si ça marche, et je pense qu'ils le prolongeront hein, si ça marche. Ah oui, effectivement, beaucoup de questions se posent autour de ce Fallout 76, comment ça va être amené, Malo. Et d'ailleurs, nous avons eu une longue discussion à la suite de l'E3 à ce sujet-là. Je vous invite à aller retourner voir la vidéo qui est disponible sur notre YouTube. Ouais, si et puis ils sont complètement au courant de cette question-là. Et c'est là aussi qu'ils testent des trucs.
et qu'ils ont dit que ça pourrait évoluer suivant les comportements, mais surtout qu'ils vont mettre en place tout un tas de dispositifs pour éviter que ça devienne Rust. Et ils l'ont dit clairement, hein, que c'était eux leur priorité, que ce jeu il soit comme toi tu le désires, que tu subisses pas le multijoueur, et qu'ils vont mettre en place tout un tas de trucs, de pénalités, de primes sur les mecs sur les griffeurs, etc. Ils ont tout un tas de trucs qui sont pas mis en place dans la plupart de ces jeux-là, même dans quasi aucun. Et non, ils prennent complètement. Après, on va voir, c'est une expérience. Mais en tout cas, ils le prennent en compte, et moi, je pense que ça peut très bien marcher. C'est-à-dire tout ce qui marchait pas pour moi sur Rust, ils l'ont vu, et normalement, ils vont le prendre en compte, quoi. En parlant de multijoueur, moi celui qui m'a fait le plus plaisir de cette conférence Xbox, c'est bien sûr le multijoueur de Ori and the Blind Forest, enfin ou du moins sa suite, qui sera jouable à 2 comme on le voit dans cette superbe petite cinématique. Alors ça, moi je dois vous avouer que j'ai été conquis là tout de suite, et il y a beaucoup plus de 2 d'ailleurs, hein, pardon. Alors c'est plus du speedrun là. Oui, là c'est de la compétition. Ce qui aurait été sympa, ça aurait été un mode speedrunners, tu vois, mais c'est un peu à ça que ça ressemble. C'est à ça que ça ressemble. C'est de la course. Mais il n'y a pas d'interaction, il me semble, entre les différents Ori. Alors, on n'en voit pas dans la vidéo de souvenirs. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout. Je pense que c'est plutôt des ghosts, enfin, ce que j'ai compris. Hein. Oui, peut-être, oui. Effectivement. En tout cas, il y a ce petit aspect multijoueur que moi, je trouve exceptionnel dans Ori and the Blind Forest. Et pour tous les speedrunners dans l'âme, ceux qui vont avoir envie d'optimiser à fond leur niveau pour le placer en le temps le plus court possible, eh bien je pense que c'est tout simplement une mine d'or qu'il y a là. Oui, c'est une très bonne idée. Il y avait déjà du speedrun évidemment sur Ori. Par contre, c'était pas organisé comme ça. Il n'y avait pas ce système où tu voyais le ghost un peu comme tu peux avoir dans une course de bagnole. Ça a l'air bien foutu, ça a l'air sympa, et surtout les déplacements dans Ori, ça s'y prête vraiment bien parce que c'est hyper fluide, c'est rapide, c'est hyper fluide, t'as des dashs, tu peux t'accrocher au truc, et donc tu peux vraiment optimiser tout un tracé. C'est vraiment, ça s'y prête bien, et c'est une bonne idée, ouais. Dans cette conférence Xbox, on a eu le droit bien sûr à quelques news de Sea of Thieves qui ne nous a rien appris de nouveau, donc je passerai très rapidement là-dessus, la zone volcanique ayant en fait été déjà largement dévoilée depuis l'E3, et même à l'E3 on avait eu le droit au teasing complet. State of Decay 2, les news ont été assez anecdotique. Alors, en fait, on savait déjà, mais c'est pas vraiment anecdotique. Voilà, on nous a expliqué que la nouvelle extension, donc qui s'appelle, quel mode coop, c'est Red Talon. Qui est le mode, c'est à peu près ce qui s'était passé sur le Daybreak, voilà. C'est ce qui s'est passé sur le premier State of Decay. Ils ont sorti une extension qui change le gameplay, et donc c'est des militaires, exactement comme c'était sur State of Decay 1. C'est un groupe de militaires, t'es surarmé, et tu dois défendre des zones, et donc tu as beaucoup d'armes, et tu as des éléments pour monter des défenses, etc. Donc c'est un gameplay un peu différent, voilà, et des ennemis plus gros. C'est du tower defense, plus ou moins, et c'est de la course à l'armement. Et ça marchait plutôt bien sur State of Decay 1. Je trouve ça un peu triste qu'ils nous sortent exactement la même extension sur le 2, mais ceci dit, ça fait du contenu, et c'est un peu ce qui manque à State of Decay aussi. Donc voilà, pourquoi pas. Faut voir les extensions suivantes. Là, pour l'instant, c'est complètement anti-original, quoi. Oui, et surtout pour le moment, c'était très attendu, et su d'ailleurs par la plupart des gens. Donc pas une très très grosse news. Ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est le Metro Exodus, où on a eu une phase quand même inside, un petit peu de gameplay. Ça, c'était, je trouve, assez sympathique, parce que pour le moment, Metro Exodus vend beaucoup de rêves, mais on n'en avait pas vu plus que ça. Là, on a eu le droit à un petit peu de caméra-jeu, on va dire, pas que, très monté, mais on a eu le droit à pas mal de petites phases de caméra-jeu. On a eu du gameplay, ouais, tout à fait. Et puis surtout, on a vu que déjà c'était ouvert, et qu'il y a vraiment le côté gameplay bac à sable, disons, où tu peux choisir. Avant, c'était quand même pas mal du couloir, métro. Et là, apparemment, tu peux choisir ton chemin, tu peux choisir ta méthode. Ils ont montré pas mal de gameplay stealth et d'assassinat par derrière, etc. Et donc, ouais, si, c'était intéressant. Je trouvais. Par contre, que du coup, ça ressemblait un peu à ce que pourrait être un Far Cry, tu vois, où tu te fais tout discret et tu essayes de placer des têtes
et de reprendre des camps, machin. Alors c'est pas ça, mais ça, le gameplay, ça ressemblait un peu à ça dans l'idée, quoi. Ça rappelle un petit peu. En tout cas, un jeu que moi j'attends beaucoup, ne serait-ce que pour son Ah ambiance, oui, bah oui, oui. qui est juste à tomber par terre, je trouve. Ah oui, oui, oui. Non, c'est magnifique, hein. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est magnifique, que ça a l'air d'être un monde ouvert et que donc, non, vraiment, ça a l'air ambitieux et les métros, notamment Last Light, c'était vraiment des super bons jeux. Donc oui, en effet, il faut l'attendre et je pense qu'on ne sera Terminons pas déçu. sur les 2 dernières annonces, donc que j'ai pas trouvé exceptionnelles non plus. Devil May Cry 5 refait parler de lui, hein, avec un nouveau trailer où on retrouve un peu les classiques des Devil May Cry, le look des personnages qui a freiné plus d'une personne parmi Cooldown et sur les réseaux sociaux, hein, forcément. On retrouve en tout cas chez Nero toujours son bras qui maintenant n'est plus démoniaque mais artificiel, qui reste son outil principal, on va dire, et qui sera customisable comme d'habitude. Et on Alors retrouve un ils ont... Dante qui s'illustre grâce à une moto transformable. Bon voilà, Oui, oui. sincèrement... C'était assez over the top. Ils ont passé pas mal de temps, effectivement, sur l'histoire du bras pour expliquer comment ça fonctionnait, le fait que tu pouvais monter en énergie dessus, etc. Ils ont passé pas mal de temps pour nous dire que c'était le même fonctionnement qu'avant, sauf que maintenant il était mécanique au lieu d'être démoniaque. Hein. Oui, c'est à peu Je près trouve ça. que originalité de gameplay, on est à peu près de l'ordre de 0, hein, mais bon. Ouais, ouais. Après, bon, c'était quand même assez impressionnant. Il y a cette bataille de boss là. Apparemment, celle-là, elle est jouable à la Gamescom. Et donc, bah, peut-être un jour en démo, je sais pas. Mais en tout cas, à la Gamescom, elle est jouable. Et ça défonce. Hein. Ça défonce quand même. Mais c'est vraiment over the top. Hein. C'est voilà la taille des monstres. Mais toujours, vous voyez le truc, mais c'est exactement ce qu'on attend de Devil May Cry. Voilà, le problème, Devil May c'est le Cry, look donc, des personnages qui déçoit énormément pour le moment, et l'originalité de gameplay qui a pas l'air tout à fait au rendez-vous, alors que jusque-là, au moins, chaque Devil May Cry proposait un petit peu de renouveau. Là, on a l'air de se recycler un peu, mais à voir. Voilà. Bon, enfin, les spécialistes de Devil May Cry dans notre chat étaient comme des fous, et il faut dire que quand même ça défonçait, hein, ce qu'on voyait. Ah non, la cinématique est belle, hein, mais le look des personnages est pour moi clairement rédhibitoire par rapport au Devil May Cry précédent. D'accord. Voilà. En tout cas, on retrouve le dynamisme et l'over the top de DMC. Et enfin, dernière annonce, celui qui est le grand nom de Microsoft, j'ai nommé Master Chief. Halo qui refait parler de lui. Alors, est-ce que c'est pour en apprendre plus sur le mini-teaser qu'on a eu le droit à l'E3 ? Pas du tout. Calmez vos attentes immédiatement, c'est pas du tout ça. Vraiment pas du tout. C'était extrêmement étonnant hein, ce qu'ils nous ont montré. Hein. On a eu le droit à une Master Chief Collection, voilà, qui viendra sur le Xbox Game Pass sous peu. Alors je crois qu'on n'a pas la date officiellement, ou je ne me rappelle plus immédiatement. Ça c'est vachement intéressant. C'est des remasters, c'est du 4K, c'est du HDR. Depuis pas mal de temps. Hein. Donc tu as tous les jeux, la Master Chief Collection, donc c'est tous les jeux Halo en fait, à ce jour. Plus ou moins. Oui. Et qui arrive donc sur le Game Pass. C'est vachement intéressant, mais je pense que c'est le Game Pass, la version sur console. Hein. Ça sera pas sur PC, évidemment. On ne pourrait pas y jouer sur PC. A priori, non, mais. Parce que c'est bien le Xbox Game Pass qui devrait l'avoir. Donc. Ouais. Et par contre, après, à côté de ça, ils ont annoncé autre chose sur Halo, mais. Voilà. Un jeu d'arcade. Alors celle-là, là, on s'y attendait pas du tout. C'est plus qu'une borne d'arcade, c'est un immense setup d'arcade. C'est une espèce de salle où vous pouvez être 4 dedans. Il y a 2 écrans immenses, 4 avec des flingues. Et voilà, c'est une borne d'arcade. Alors, les salles d'arcade, c'est énorme. Hein. C'est vraiment un truc énorme. Je sais pas où ils vont mettre ça, mais ils se sont fait plaisir là-dessus et j'imagine qu'il y a des clients pour ça. Ah, je pense qu'il y a des clients, mais si tu remarques bien, ils ont bien choisi leur pays, puisque ça n'existera que dans plusieurs États aux États-Unis, en Angleterre et en Chine, Japon, mais pas le reste. Ouais, bah ouais. Donc la France, pour le moment, n'est pas sur la liste. Donc si vous voulez aller jouer, il faudra vous déplacer un petit peu. Il faudra payer le billet d'avion. Bah, c'était vraiment très étonnant de montrer ça. Et ça aussi, c'était complètement over the top, quoi. C'est un truc, c'est énorme. Mais bon, c'est une belle bête en tout cas. Hein. Si vous le croisez, ça se teste. Et c'est un style de jeu qui commence à se démocratiser un peu, les salles d'arcade, on va dire, revues à la hausse.
Il y a pas mal de projets naissants si vous suivez, notamment sur la scène française. J'espère qu'on aura l'occasion de vous en dire un petit peu plus là-dessus lors d'une émission dédiée à ça. Et voici qui va clôturer cette première journée de la Gamescom donc 2018, en ce mardi 21 août. On va se laisser là et demain on se retrouve pour notamment le Blizzard, le show de Blizzard qui commence à 10h30 si je ne dis pas de bêtises en théorie et qui va se durer toute la journée jusqu'à pas loin de 17h et après ça sera suivi par un concert et une cérémonie de clôture. Donc Blizzard va faire son show, tous les jeux seront à l'honneur, Overwatch, du Diablo, du Warcraft évidemment, ils vont tous y passer. Et on va avoir le droit à une journée demain, je pense, qui va être essentiellement dédiée à l'éditeur Blibli. Donc du coup, notre quotidienne sera à l'image de la journée et vous parlera essentiellement des annonces de cette journée. Bien sûr, vous pouvez retrouver certaines des conférences, malheureusement pas l'intégralité, on ne pourra pas tout suivre, mais certaines des conférences qui seront commentées sur la Cooldown TV demain. Donc n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, @cooldown_fr, non, @cooldownfr, sorry, pour l'ensemble des news, ou @cooldown_tv, je vais y arriver, pour retrouver les lancements des commentaires et des lives. Voilà. Et pour ce qui est de la quotidienne, donc demain c'est 20h30. Et je vous ai mis le YouTube Cooldown aussi, où il y aura la plupart des VOD. Si jamais vous avez raté les conférences d'aujourd'hui, par exemple, que vous voulez les retrouver plus en détail, parce qu'on vous a très très bien teasé au cours de cette quotidienne et que vous voulez avoir plus d'informations, ou alors que demain vous n'êtes pas là toute la journée pour suivre assidûment l'ensemble des conférences Blizzard, vous n'hésitez pas à retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et toutes les informations sur le site Cooldown que vous avez d'afficher juste là, à peu près par là. Voilà. Sur ce, on va vous faire de très gros bisous. La suite de la soirée, c'est en compagnie de Johnny et de Shade, et ça va se passer sur World of Warcraft BFA, bien sûr. Bisous bisous tout le monde, à demain.